Mesdames, Messieurs, bonjour. À l'émission aujourd'hui, je reçois qu'un seul invité, soit le président de la Commission scolaire des Appalaches, Denis Langlois. Bonjour, Denis. Bonjour, Pierre. On s'était parlé au printemps, notamment de la maternelle 4 ans. Alors là, maintenant qu'on est rendu fin septembre, début octobre, j'aimerais savoir, c'est quoi le vrai portrait, là? Parce que quand tu es venu, tu disais oui, mais nous autres, on peut, mais on ne sait pas. Ça dépendait des inscriptions. Puis au moment où tu étais venu, les inscriptions n'étaient pas terminées. Exact. Donc, on va parler de ça. J'aimerais aussi qu'on parle, parce que vous avez un document qui vient du ministère sur les résultats des étudiants en réussite scolaire, en tout cas des tableaux, qui vous a, vous autres ici à la commission scolaire, incité à mettre sur pied un plan d'engagement, en tout cas des outils pour essayer d'améliorer certaines lacunes là, que tu vas nous parler. Puis en deuxième partie de l'émission, j'aimerais ça qu'on parle de démocratie scolaire. On est dedans, là, gouvernement qui veut abolir les commissions scolaires. Donc, commençons avec la maternelle 4 ans. La table est mise, là, beaucoup de sujets. Ah oui, la table est mise, puis je sais que tu es capable d'y remplir très bien. Donc, la maternelle 4 ans, oui. Vous en avez finalement combien sur le territoire? Alors voilà, on se souviendra qu'il y avait une annonce du ministre qui voulait implanter des maternelles 4 ans partout au Québec, pas uniquement dans les milieux défavorisés comme c'était le cas avant, par des codes postaux. Alors, le résultat chez nous, c'est que si on regarde l'année dernière, ce qu'on avait comme maternelle, on en avait 4. 4 de 4 ans. De 4 ans, c'est okay. ça. Là, maintenant, on est à 8 maternelles. On en a 4 de plus. En termes de clientèle, on avait l'année passée, au total, 28 élèves. Parce qu'on comprend qu'il y a des maternelles 4 ans auxquelles peuvent s'ajouter des jeunes aussi de 5 ans. Alors, on avait, si je prends les bonnes données, là, on avait l'année dernière, dans les 4 classes qu'on avait, 28 élèves au total. Cette année, l'école a commencé, on le sait, les jeunes sont là, sont présents à l'école, 82. Alors, c'est ce qui est arrivé. C'est plus que le double, ça. C'est plus que le double. Puis là où ça se passe, bien, il y a des écoles qui reviennent, bien sûr, mais je vais aller nommer les écoles, juste ah oui, OK. pour faire alors, compréhension, là où il y en a. Puis je vais nommer là où il y a des 4 et 5 ans, où il y a un jumelage, et là où il y a juste des 4 ans aussi. OK. Alors, si je les prends, l'école Tournesol. Tournesol, c'est à Thetford. Tournesol à Thetford. Il y a l'école Saint-Gabriel. Il y a l'école Dominique Savio. On est à Stratford à ce moment-là. Ah, Dominique Savio, c'est à Stratford. On a l'école Sainte-Luce. On est à Disraeli. On a l'école Sainte-Bernadette. On est à Coleraine. On a l'école Saint-Louis. Et puis, on a l'école Paul VI. Alors, on a Black Lake, Bretonne. C'est ça, Black Lake, Bretonne et Saint-Nom-de-Jésus, Saint-Pierre-de-Bretonne. C'est là qu'on a nos élèves répartis, c'est ça, pour l'ensemble des maternelles 4 ans, auxquelles peut s'ajouter du 5 ans. Puis là où on a uniquement du 4 ans, bien on a 3 écoles qui ont uniquement du 4 ans, Sainte-Luce, Saint-Louis et Paul VI. Alors c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce qu'ils font dans ces classes-là de maternelle, bien, ce qu'ils font surtout, c'est de la numératie et de la littératie, conjuguée avec les nombres, hein, l'addition des nombres, et avec les lettres, le vocabulaire, les voyelles, les consonnes, dans un milieu ludique, dans le jeu. Oui, dans le jeu. Juste à titre d'exemple, c'est d'aller, je pourrais dire quoi, aller chercher des cailloux dans la cour pendant un temps de pause et revenir avec pour faire l'addition du nombre de cailloux et des soustractions, etc., dans un milieu ludique de jeu pour les préparer. Et ce que ça nous permet de faire, ça nous permet de faire du dépistage de façon beaucoup plus précoce. D'identifier s'il y a des problématiques ou pas, pour faire des interventions correctement quand ces jeunes-là vont arriver par après dans le réseau régulier, dès la première année. C'est ça que ça nous permet. Puis heureusement, Pierre, on n'a pas eu, nous, contrairement à d'autres régions, on n'a pas eu à faire des investissements importants puisqu'on avait les locaux disponibles. Oui, c'est ça que tu me disais. Au printemps, tu m'as dit, non seulement vous aviez les locaux, mais vous aviez même les effectifs. On a aussi le personnel pour faire les prestations en classe avec ces jeunes-là. Partout, présentement, c'est couvert partout. On n'a pas de problème. Donc, ici, à la commission scolaire, tout baigne dans l'huile. Ça fonctionne. Pour ça, là. Ça fonctionne, effectivement. Okay. Alors, c'est un dossier qu'on peut considérer, pour nous, pour cette année, comme réglé.
Puis on comprend que ça va revenir parce que le ministère veut l'implanter, comme j'ai dit, partout. Il allait présentement graduellement. Et on a toujours des espaces à d'autres endroits. Il s'agit d'avoir la volonté des parents d'inscrire parce qu'on sait que c'est volontaire. Hein? Ils ont toujours le choix soit de les garder à la maison ou de les envoyer soit dans un CPE ou à la commission scolaire. Moi, ce que je dis, l'important, c'est qu'ils les envoient à quelque part pour rendre service à leurs enfants. C'est ça. Donc, il y a 8 groupes dans 8 écoles. Il y a combien d'écoles sur l'ensemble du territoire? Au niveau primaire, là. On a 19 écoles totales. 19. Là-dedans, il y a 3 écoles secondaires dans ça. Oui, OK, alors. Oui, alors il y a 16 écoles primaires. C'est ça, 19 moins 3. Donc, ça voudrait dire que éventuellement, il va en avoir 8 autres de plus. Là, il va en avoir d'autres. À la vitesse, le gouvernement va les implanter. Ah oui, OK. Alors, éventuellement, effectivement, il va en avoir d'autres pour combler l'ensemble du territoire. Donc, ici, si je comprends bien, ça a bien répondu, parce que il me semble que tu m'avais dit que vous aviez le droit à 2 groupes, là, puis l'année dernière, il y en avait 4, ça fait 6, vous en avez 2 de plus? Oui, c'est qu'il y a des commissions scolaires limitrophes qui, eux, avaient aussi les autorisations d'implanter des maternelles 4 ans, mais il n'y avait pas d'inscription. Alors, pas de volonté des parents d'y aller, donc, ne pouvaient pas combler ces maternelles-là. Donc, on a fait des demandes au ministère pour savoir si on ne pouvait pas récupérer il y avait un total global, puis vous avez été chercher ça. On en a eu 2 de plus à cause de ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a 8 groupes. Puis, on avait des besoins aussi qui étaient manifestés là, pour avoir des maternelles. Et tu me disais, puis tu l'avais dit aussi au printemps, c'est vraiment pour permettre le dépistage, puis d'aller chercher des enfants qui pourraient avoir certains problèmes. Intervention précoce, c'est ça. Intervention précoce. Et ça m'amène à... Sociabiliser aussi. Oui, je comprends. Et ça m'amène à ton plan d'engagement. Oui. Parce que, juste avant le début de l'émission, tu m'as donné des statistiques des écarts de réussite éducative entre les gars et les filles. Puis encore, nous autres, les gars, on n'est pas performants comme les filles. C'est pas nouveau, hein? C'est pas nouveau. Non, puis c'est pas drôle. Je ris, mais c'est pas parce que c'est drôle. Il faut s'y attarder, hein? Il faut s'arrêter à ça. Quand on regarde au niveau résultats scolaires et on regarde au niveau décrochage, malheureusement, c'est les garçons qui sont le plus affectés. Ben oui. Hein. Bon. Alors, comme je dis, une fois qu'on sait ça, on peut peut-être dans le sable, il faut maintenant l'adresser. Alors, on a ce qu'on appelle un plan d'engagement vers la réussite, qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un PEVR. Ça n'arrive pas des nuages. Ça. Toutes les commissions scolaires ont ça, adapté à leur milieu. La façon que ça fonctionne, auparavant, il existait des conventions de partenariat. La commission scolaire avait une convention de partenariat avec le ministère qui fixait des objectifs. En discussion, on en fixait, nous challengeait là-dessus. Alors, à un moment donné, on s'entendait, puis il y avait des objectifs de cibler. Ces conventions de partenariat-là découlaient en conventions de gestion. La commission scolaire disait à chacune des écoles, alors voici notre engagement global à nous, c'est ça. Le pratico-pratique des choses. Là. Maintenant, chaque école doit contribuer à ça. Et dans les écoles, il y avait leur plan de réussite. Donc, on voit, il y a trois morceaux qui s'attachent ensemble. Maintenant, il y a un seul morceau qui attache la commission scolaire avec ses écoles et le ministère, qui est le plan d'engagement vers la réussite. Et il y a les plans de réussite de chacune des écoles qui émet sa couleur. C'est ce qui demeure. Quand on regarde ça, on regarde aussi nos résultats. Ouais. Parce que nous, notre livrable comme institution, c'est de la réussite. C'est de garder nos jeunes à l'école, pas pour rien, les garder à l'école pour les faire réussir, donc les diplômer. Ce qu'on veut, c'est une première diplomation. C'est ça l'objectif. Bon. Quand on regarde ça, maintenant on regarde comment les jeunes réussissent, c'est bien beau avoir l'éducation obligatoire, les gens sont obligés d'être là, mais maintenant, notre mandat, c'est de les faire réussir. C'est plus la fréquentation comme c'était dans les années 60, c'est de les faire réussir. Quand je regarde les tableaux qu'on a, là, c'est un rapport qui vient du ministère de l'Éducation. Ce rapport-là, le dernier là, que j'ai, là, qui est à jour, c'est 2018. Pas 2019, c'est 2018. Quand je regarde là, au niveau de la province, puis ça fonctionne par cohorte, hein, qu'on y regarde sur un nombre d'années. Alors, si je prends une photo, là, la cohorte 2010, qui était au secondaire, qui était suivie, elle, jusqu'en 2017. C'est des chiffres que j'ai, là, sur 7 ans. Au total de la province, les taux de réussite sont à 77,7. Bon, ça, c'est la donne. Maintenant, quand je regarde chez nous, la même cohorte, 2010, la même lecture,
Le total, 75,7. Bon, c'est 2 points, ça, en bas. Bon, ça nous questionne. Là, je vais voir des garçons et des filles. Quand je regarde des garçons au niveau de la province, 72,8. Je regarde chez nous, les garçons, même période, 69,4. Oups, le numérique allume. Là, tu viens là, il y a un numérique allume. Baisser de 3,4 %. Quand je regarde les filles, bon, ça se tient. 83, 82, ça se tient. Quand je regarde, suivi un peu plus tard, oups, la province augmente un peu, on augmente un peu, mais on garde toujours un décalage. Ouais. Pas avec les filles, avec les garçons. Donc, ça nous amène à dire, bon, mais maintenant, dans notre plan d'engagement vers la réussite, il faut cibler des objectifs. Alors, là-dedans, ça cible des objectifs de réussite dans toutes sortes d'affaires, d'augmenter de 2 %, par exemple, en français ou en mathématiques. Bon, il y a des objectifs chiffrés. Mais maintenant, on a des défis. Les défis, c'est de ne pas suivre une cohorte une fois dans l'année. Il faut la suivre de façon beaucoup plus contemporaine. Il faut la suivre sur une base régulière. Et pour ça, il y a des outils qui se sont développés. Entre autres, on implante cette année ce qu'on appelle Élève 360. Donc, il y a 2 choses là-dedans. On veut communiquer avec les parents qui suivent leurs enfants. Ils suivent déjà au primaire. Ils ont de l'information au niveau du primaire. On veut qu'ils l'aient au niveau du secondaire aussi. Alors, ça se fait comment, ça? Ça se fait de façon informatisée. Alors, les gens vont avoir un accès à ça pour suivre leurs jeunes. Nous, avec Élève 360, ça existe, l'outil existe. Vous faites le tour. Maintenant, faut juste former des gens là-dessus pour que les gens puissent l'utiliser. C'est ce qu'on va faire dans le courant de l'année. Alors, l'Élève 360, ça fait le tour, ça part du jeune dès le primaire, puis ça le suit sans arrêt. Puis il y a plein d'indicateurs là-dedans qu'on peut mettre. Puis c'est capable de nous cibler déjà tôt dans le parcours scolaire où ce jeune-là, 2 choses, il risque d'être un décrocheur potentiel, et même son niveau de risque. Comment on mesure la douleur de 1 à 10. Ah, oui. Capable d'avoir son niveau de risque de décrocheur, 1. 2, capable d'avoir sa tendance en résultat scolaire. Comme la bourse. On est capable de voir, là, sur une période de X, sa tendance, puis capable d'aller faire les interventions. Tout de suite. On est capable, oui, d'aller faire ça. Ça. Donc, ça veut dire ça, on est capable d'être du 1 à 1. Le prof, puis le personnel de l'école, voir, lui, Robert, il est en difficulté, Robert. On l'a cerné, là, il est en difficulté. Maintenant, en équipe école, comment est-ce qu'on s'occupe de Robert maintenant? Est-ce qu'on fait des interventions X, Y, Z pour améliorer les résultats de Robert? Les écoles, en plus, eux autres, c'est un défi qu'ils ont, ils fonctionnent avec des études probantes, qu'on appelle. On en a des nouvelles qui nous arrivent pour nous dire des façons d'intervenir avec les jeunes. On a eu d'ailleurs une conférence à l'entrée scolaire qui s'est faite là, en début d'année scolaire, où on parle d'intervention sur un grand thème qui s'appelle la bienveillance. Mais c'est tellement précis sur les interventions d'approche signifiante, un adulte signifiant avec l'élève à tous les niveaux de son parcours pour que l'élève soit dans un milieu d'apprentissage. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de travail à faire, on en est conscient, et quand on va mesurer nos objectifs qu'on s'est fixés avec notre plan d'engagement, moi j'ai confiance qu'on améliore sensiblement nos résultats dès la fin de cette année scolaire. Denis, je t'arrête. Je vois que c'est écrit « Plan d'engagement vers la réussite 2018-2022 ». Allez-vous être encore là pour l'appliquer, ce plan-là? Parce que là, les commissions scolaires, vous êtes sur le bord de... Ouais. Je te donne 1 minute pour y penser, puis on revient. Alors vous, je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Et voilà. Le court instant, c'était pour permettre à mon invité de pouvoir ramasser ses idées, parce que là, on s'en va dans un sujet qui est un peu délicat, n'est-ce pas? Ouais. Le gouvernement qu'on vient d'élire, là, ça fait 1 an, lui, il a toujours dit qu'il abolirait les commissions scolaires. Pour lui, que les commissaires soient élus par 10 % de la population, c'est pas de la démocratie. Toi qui es président de la commission scolaire, depuis combien d'années, Denis? 27 ans. Bon. C'est notre job à temps plein, ça? Non, heureusement que non, mais ça me passionne.
Ça me passionne. Puis, tu sais, quand j'entends ça, effectivement, il y a un projet de loi là, qui est sorti, Oui, oui. qui remet en cause la démocratie scolaire. Puis en même temps, on apprend que, il y a deux systèmes au Québec. Il y a même trois systèmes, l'école privée, l'école publique sur une base francophone et l'école publique sur la base anglophone. Je ne parlerai pas des commissions scolaires à statut particulier, il y en a trois. Donc, il y a 60 commissions scolaires francophones, 9 anglophones, et on apprend que les commissions scolaires anglophones vont garder, elles, une représentation de leur gouvernance au suffrage universel. Donc, les gens vont les voter. Pour le principe qui est constitutionnel de protéger ce qui a été convenu pour les anglophones, qui est la minorité au Québec. Donc, on viendrait donner plus de droits aux anglophones qu'on en donnerait à la majorité qui est des francophones. Bon, ceci dit, la commission scolaire, donc. Entre nous deux, là, Oui. Ça va être un beau pique-nique pour les avocats. Effectivement. Il y a du gang-pain pour les avocats. Là. OK. La commission scolaire, tu sais, c'est la population d'un milieu. Si on regarde chez nous, là, c'est 24 municipalités. Ça, c'est la MRC d'Amiens, plus quatre autres MRC tout le tour, qui sont limitrophes, qui sont, les gens représentent, les élus représentent la population de tous les milieux, toutes les municipalités dans la commission scolaire pour qu'il y ait une éducation. À la saveur de ce qu'on veut dans des milieux, parce qu'il y a des particularités. Il y a plein d'ententes à faire aussi avec le monde municipal. Donc, une commission scolaire, au niveau de sa gouvernance élective, des gens qui sont élus, bien, elle a des interventions à faire avec le milieu socio-économique, avec le milieu des élus, avec le milieu communautaire. Qui fait ça? Bien, c'est les commissaires. Ce sont 9 commissaires. La façon que c'est fait, c'est qu'il y a 9 commissaires élus dans chacun leur quartier, des circonscriptions électorales. Il y a quelqu'un à la présidence qui est élu au suffrage universel de l'ensemble des 37 000 électeurs de notre territoire. Et il y a 3 parents qui sont, eux, nommés par les comités de parents et aussi pour le primaire, un le secondaire, et un parent par les comités de HDA, les élèves en difficulté d'attention et d'apprentissage. C'est comme ça que ça fonctionne. Une fois qu'on dit on vient enlever ces gens-là qui sont élus, alors la majorité le sont, il y en a 10 là-dessus qui sont élus au suffrage universel, on les remplace par un centre de service, parce que c'est ça qu'on nous annonce, qui ressemble étrangement à un centre de service comme dans le réseau de la santé, où on arrive dans l'anglicisme avec du top-down, ça vient directement d'en haut vers le bas. Donc, le ministre qui a une intervention directe dans le milieu. Là, c'est difficile d'aller susciter les besoins des milieux et de faire ce que le politique a fait dernièrement. À titre d'exemple, à Stratford, où il y a un aménagement différent d'horaire à cause des temps de pause, ou d'administratif, avec tout respect, l'organiser pour que ça fonctionne partout d'une façon X. Alors que le politique sensible, lui, au milieu, parce que le commissaire qui représente sa circonscription, il est interpellé, ramène ça au conseil, qui est interpellé de façon globale par la problématique, valide des choses et demande à l'administratif de travailler davantage pour trouver une solution. Et hop, on arrive avec une solution qui fait l'affaire des gens du milieu et qui fait l'affaire aussi de la commission scolaire à quelque part. Alors, une fois qu'on enlève ça, ce rôle d'élu-là, de personne qui va dans le milieu, qui représente toi, son tu milieu, vis dans le milieu. je le vis, c'est ça. Bien, qui va le faire? Des gens qui sont nommés par le ministre, qui n'iront pas en faux sûrement avec le ministre. On devient beaucoup plus fonctionnaire. On sait tout le monde ce que c'est faire affaire avec des fonctionnaires purs. C'est pas la même discussion. Alors moi, je pense que la population perd un droit important. C'est un recul de la démocratie, alors qu'on sait combien il y a de gens qui se battent pour l'avoir, cette démocratie-là. Alors, même si on est en éducation, qu'on a des taux anémiques de participation, au niveau de la province, 5 Montréal fait chuter. On a eu des taux, nous, dans des circonscriptions, dans les élections, je parle des années 2004-2010, dans ces années-là, de 34 et 40 La CAQ est rentrée à 37 Il y a des municipalités, des petites municipalités, 5 000 de population et moins, où il n'y a pas eu d'élection. Tout le monde par réclamation. Oui. Est-ce qu'on dit que ces gens-là sont non légitimes? Est-ce que c'est ça, la démocratie? Oui. Nécessairement relié à un taux de participation? Puis quand on vient faire la valse des millions, que ça coûte 22 et 24 millions une élection, mais quand on regarde le coût réel à la fin, on l'a divisé par 2 facilement. On arrive à 10-12 millions pour des périodes de 4 ans. Alors, je pense qu'il faut relativiser un petit peu les choses. Et moi, quand tu me parles de gouvernance, moi, je te parle de démocratie. Puis ce que je te dis, Pierre, c'est que si on y va comme ça, avec le projet de loi qui est déposé, bien, il y a un recul important de la démocratie au Québec.
Et ce qui risque d'arriver par après, parce que les commissaires, c'est le dernier rempart là, face à l'administratif pour les besoins de la population, si on enlève ça, qui va y passer après? La municipalité qui n'a pas de taux de participation à ces élections? Laquelle? C'est ce qui risque d'arriver. Moi je crains ça. Tu as parlé justement un peu comme ça se fait en santé, mais je veux dire, quand on sait tous les problèmes qui sont engendrés, puis nous, ici, dans la région, qui n'y a plus de conseil d'administration pour veiller à l'hôpital, mais qui est englobé dans une mer, puis qu'on a des représentants, mais qui sont noyés justement dans un groupe, on a perdu des acquis. Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu dis, toi, que ici, où ça va être la même chose au niveau scolaire? Absolument. C'est que quand on va vers une centralisation, on s'éloigne d'où l'action se passe, donc on est moins conscient des enjeux du milieu. À titre d'exemple, on a 3 écoles secondaires dans notre milieu, avec des projets particuliers protégés présentement par la classe politique seulement. Si on enlève ça et qu'on ramène ça de façon plus centralisée, ça n'existe plus. Alors là, c'est arrangez-vous comme vous pourrez, puis ça finit là. Alors, le politique a un rôle, je pense, majeur là-dedans. Puis si tu me dis, ben oui, mais une fois qu'il n'y a plus de gouvernance comme ça, elle sera autrement, elle sera en conseil d'administration, ça va fonctionner pareil. Oui, ça va fonctionner pareil, c'est sûr. L'éducation se fait dans la classe. C'est là que ça se passe. Ça va se faire pareil. Mais c'est les enjeux autour de ça. C'est là qu'on va perdre. Puis les gens, je pense qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils vont perdre. Toutes ces relations-là, ils n'ont pas conscience du nombre d'interventions qui sont faites par des élus scolaires à gauche et à droite. Certains pourraient dire, oui, mais on ne connaît même pas notre commissaire. Mais quand il y a un problème dans un milieu où, par exemple, il y a un niveau qui ne se donnera pas dans l'année qu'on prépare, les gens trouvent leur commissaire et l'interpellent. Là, ils interviennent avec. Moi, ce que je pense, c'est que c'est un objet vraiment spécifique, l'éducation. C'est ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de grand taux de participation aux élections. Et puis, faut-il en conclure, comme le font dans les municipalités, des gens qui n'ont pas de participation aux élections, que les gens sont satisfaits de ce qui se passe? Moi, j'ai envie de dire que les gens ont une certaine satisfaction aussi de la façon dont ça fonctionne et n'ont pas envie de contrer ça inutilement. Puis je reviens avec ma phrase, là, toujours la même, puis je tape sur le même clou. C'est un recul important de la démocratie d'enlever le droit à une population d'avoir la mainmise dans son milieu sur ce qui se passe en éducation. Il faut que les gens du milieu soient représentés. Et ça se fait comment? À mon sens, la meilleure façon, c'est par des gens qui sont élus et qui ont des comptes à rendre. En termes de, on en parlait à un moment donné, en termes de diplomation, en termes de résultats, bien, le politique est très centré là-dessus. Toutes les décisions qu'il prend, c'est en vertu de l'élève. C'est là qu'il prend ses décisions. Je ne dis pas que l'administratif ne le fait pas. L'administratif a une façon de voir souvent très calculatrice. Et il faut avoir un chien de garde qui est, je pense, la population, de par les gens qu'elle va élire sur des conseils de commissaires, conseils scolaires. Il y a de la place aussi à renouveler cette démocratie-là et à l'améliorer. Il peut y avoir des mélanges d'électifs et de nommés aussi. Tout est possible. Mais un projet de loi où il n'y a pas d'élus, moi, j'ai de la misère avec ça. Oui. Tu parlais de fonctionnaires. Alors, à un moment donné, la fameuse expression que tout le monde utilise, à un moment donné, quand il y a des décisions qui sont prises puis qui n'ont rien à voir avec le véhicule régional, la tour d'ivoire, on risque de s'en aller vers ça. Parce qu'en santé, c'est un peu ça là, qu'on voit à un moment donné, la centralisation qu'il y a eu en santé. Ça n'a pas nécessairement amélioré le système de santé. Bien, il faut toujours se placer pour l'usager. Hein? Alors, l'usager, lui, c'est qui? C'est le parent pour son enfant. Alors, le transport scolaire qui ne passe pas parce que ça serait compliqué d'aller faire un endroit où l'autobus pourrait se retourner. On a eu des cas comme ça. Au niveau administratif, ce n'est pas un problème. L'autobus vient d'arrêter au point X. Pour le rendre au point Y, il a fallu que la gouvernance, le politique s'en mêle pour dire qu'il y a peut-être moyen d'aller jaser avec quelqu'un. Dans ce rang-là, il y a peut-être un cultivateur ou quelqu'un, quitte à payer son déneigement s'il le faut, qu'il y ait un endroit que l'autobus peut se retourner pour éviter au petit bonhomme, lui, de se faire transporter ou d'y aller à pied le long du rang ou se faire transporter par son parent jusqu'au point d'embarquement d'autobus. Donc, est-ce qu'on peut amener l'autobus à l'enfant? On voit là, la différence entre l'administratif pur et le politique qui est le bien-être des gens quelque part. Là. C'est ça le rôle du politique aussi. Là.
Oui, et comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui ne savent peut-être pas le nom du commissaire, mais s'ils arrivent dans leur école et qu'ils se font dire que le deuxième cycle là, du primaire s'en va dans le village voisin, ils vont le trouver rapidement. Hein? Pierre, on aurait juste à annoncer, et je le dis un peu à la blague, qu'une école Y ferme l'année prochaine. Oups, il y a une mobilisation importante qui se fait. Tu arrives en année d'élection scolaire en même temps, taux de participation dans ce secteur-là serait d'autour de 50 Ouais. Il s'agit de créer des enjeux, tout simplement, mais les commissions scolaires ne créent pas d'enjeux. C'est toujours de régler leurs affaires le mieux possible, avec le moins de frais de gestion possible, les tenir en bas de 5 C'est ça, ça agit souvent à bon père de famille, mais ça amène, ce qu'on connaît, là, ça amène un désintéressement à aller aux élections scolaires parce qu'on se dit, ben, coudonc, ça fonctionne, c'est correct. Fait que ça, c'est ma compréhension des choses. Et c'est aussi ma prétention que c'est pour ça qu'il y a un taux qui est anémique. Là. Puis chez nous aussi, l'idée est anémique. À la dernière élection, il y a eu peu de quartiers en élection scolaire. Puis les taux étaient bas, étaient à peu près à 7, 7,5 fait que chez nous, c'est comme ailleurs, c'est la même chose. Sauf que, est-ce que ça, c'est assez pour dire aux gens que vous n'êtes pas légitime d'intervenir pour votre population? Moi, je pense que non, parce que ça arrive là, dans d'autres domaines que le scolaire. Et puis, il y a un rôle qui est fondamental et important de la mainmise de la population. C'est pour ça que ça a été créé aussi dans le temps. C'est la population qui va veiller aux enjeux chez eux. Malgré les programmes qui viennent du ministère, il y a des couleurs locales à avoir, puis c'est le milieu qui va s'en occuper. La population qui est concernée, qui est l'usager quelque part, qui est représentée par des élus qui sont aussi des parents, parce qu'il y en a plusieurs qui sont parents aussi. Là. Oui. Bien, là, on avait la preuve dans la première partie de l'émission. Tu as parlé du plan d'engagement qui était vraiment là, qui nous concerne à nous. Oui. Là. C'est pas le portrait de la commission scolaire voisin. C'est ici. C'est ça. Puis le chien de garde de ça, c'est les commissaires, c'est le politique. Celui qui l'a adopté, c'est aussi le politique. Puis à qui on va rendre des comptes? Bien, c'est aux politiques. Puis le politique donne des mandats aussi à la direction générale, parce qu'ils ont un employé de politique. C'est le directeur général qui est le pivot administratif et de politique. Fait que donne des mandats au directeur général qui, lui, s'organise pour donner des mandats à des cadres dans des écoles pour que ça se mette en action pour arriver avec des résultats. Là. Merci beaucoup, Denis. Plaisir. Alors, j'avais le plaisir de recevoir le président de la commission scolaire des Appalaches, Denis Langlois. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.